Voilà. Bonjour, donc merci de m'avoir invité à Montpellier. Alors, je suis en train de casser le micro, ça commence bien. Attendez. C'est bon. J'ai fait une bêtise. Elle a cassé le matériel. Ouais. Non, c'est bon, je l'ai eu. Ouais. Donc moi, je travaille effectivement donc à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et je m'occupe essentiellement d'obésité. Et donc là, je vais vous parler du sujet du cancer qu'on m'a demandé de traiter. Alors, juste pour démarrer, je vous ai fait un petit rappel sur l'incidence des cancers en France pour vous rappeler voilà, que le cancer numéro 1 chez les hommes, c'est la prostate, le sein chez les femmes, et ensuite on retrouve côlon, rectum, poumon, et puis si vous voulez regarder, c'est les données de l'INCa qui sont régulièrement remises à jour. Là j'ai pris les données de 2014 qui n'ont probablement pas dû beaucoup changer. Voilà. Et j'avais regardé aussi qu'est-ce qui se passe en termes d'incidence et d'évolution sur les 20 dernières années, à la fois sur l'incidence et la mortalité des cancers. Et ce qu'on voit, c'est que l'incidence des cancers, elle augmente, mais que la mortalité diminue. Donc il y a quand même un message positif aujourd'hui. Il n'y a pas eu que des messages négatifs. Vous voyez que la mortalité diminue grâce notamment à tous les nouveaux traitements. Et je pense que ça s'est encore accéléré sur les dernières années. Alors, quand on regarde, il y a plusieurs profils en fait, de types de cancer. Il y a le profil 1 où l'incidence et la mortalité ont diminué, comme cancer de l'estomac, cancer du col de l'utérus, cancer de l'œsophage ou des voies aérodigestives chez l'homme. Et puis il y a des profils qu'on appelle profil 2, incidence a augmenté, mortalité a baissé, cancer du sein chez la femme et la prostate chez l'homme. Et un profil 3 où incidence et mortalité ont augmenté, comme le cancer du poumon chez la femme. Je vous rappelle qu'en France, on est encore les champions du tabagisme. Et notamment, les femmes sont en train de rattraper les hommes en ce qui concerne le cancer du poumon en lien avec ce tabagisme. Le mélanome cutané, vous êtes concerné ici à Montpellier. Et le cancer du système nerveux. Alors, message un peu négatif, la population française vieillit et prend du poids. Donc voilà, on est tous confrontés à ça, on va tous vers le vieillissement et un peu la prise de poids plus ou moins selon qu'on y est prédisposé ou pas. Mais vous voyez que globalement, si la prévalence moyenne en France de l'obésité, elle est maintenant évaluée à 17%, quand on va au-delà de 60 ans, on est plutôt aux alentours de 20%, voire plus. Et là-dedans, du coup, comment s'y retrouver ? Il y a beaucoup de littérature sur le cancer, y compris, je veux dire, dans le grand public, dans les magazines. Finalement, qu'est-ce qu'on peut attribuer, à quel facteur défavorable on peut attribuer le poids du cancer ? Donc là, on a retiré dans cette diapo, le poids du génétique a été retiré, et on regarde qu'est-ce qui est responsable en majorité des cancers. On retrouve en numéro 1 toujours quand même le tabac. En numéro 2, l'alcool. Donc voilà, ça c'est assez classique et c'est classique notamment en France. Et ensuite, on retrouve l'alimentation et le surpoids et l'obésité. Et vous voyez que dans l'alimentation, il y a le fait d'avoir une alimentation insuffisante en fruits, insuffisante en fibres, trop importante en viande transformée ou en viande rouge, insuffisante en légumes et insuffisante en laitage. Et puis le surpoids et l'obésité qui est à peu près au même niveau que l'alimentation. Et puis quand on descend, on va retrouver ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'activité physique insuffisante qui est détachée du surpoids et de l'obésité, mais qui pourrait éventuellement y être attachée pour simplifier les données. Mais vous voyez que ces données-là sont importantes et que c'est des facteurs effectivement importants. Alors après, effectivement, si on regarde selon les régions du monde, cette part attribuable à l'obésité et au diabète, elle va être différente. Donc juste, vous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt les pays développés qui sont en bleu ciel. Et vous voyez que c'est ceux où, justement, les cas de cancer attribuables à l'obésité et au diabète sont les plus importants. Et puis ça, c'est juste une diapo qu'on ne va pas détailler, que vous pourrez éventuellement retrouver toujours sur les petits formulaires de l'INCa qui sont disponibles et qui sont édités même pour les patients, qui sont très bien faits, qui remettent en pratique quels sont les facteurs qui sont clairement démontrés comme associés soit à une augmentation du risque de cancer, soit à une diminution du risque de cancer. Ça permet d'avoir des données fiables, validées par la littérature et par des niveaux de preuves suffisants, parce qu'en nutrition, je vous rappelle qu'il y a quand même beaucoup de littérature qui n'est pas toujours fondée sur des preuves suffisantes, pour des raisons finalement assez simples, que les études en nutrition sont toujours compliquées à faire, parce qu'on ne peut pas faire des belles études randomisées, contrôlées, comme avec les médicaments, puisque quand on mange quelque chose, par exemple quand on mange beaucoup de fruits et légumes, en général, comme par hasard, on vient d'un niveau socio-économique plus élevé, on fait plus d'activité physique, on a un boulot plus intéressant, etc., etc. Et tout ça fait que ça peut éventuellement être des biais qui expliquent la diminution du risque du cancer et pas simplement le fait que vous mangez des fruits et légumes.
Donc voilà. Alors, pour ce qui concerne d'abord le risque d'avoir un cancer, donc la morbidité, c'est le risque d'avoir un cancer. Qu'est-ce qu'on retrouve les risques les plus importants, c'est toujours avec le cancer du corps de l'utérus, donc le cancer de l'endomètre. Vous voyez que le risque est très élevé. Et puis le risque d'adénocarcinome de l'œsophage, qui est numéro 2. Et puis après, on retrouve ce qu'on connaît depuis longtemps, le cancer du côlon, du rectum, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, le sein après la ménopause, l'ovaire, et puis ce qui est peut-être un petit peu moins connu, le rein, le méningiome, la thyroïde, le myélome multiple. Et en fait, dans les derniers essais qui ont été publiés dans des grandes revues, on retrouve quasiment tous les cancers. Quasiment tous les cancers ont une incidence qui est augmentée en lien avec l'augmentation de l'obésité et du surpoids. Alors après, cette augmentation, elle a des degrés différents selon les cancers. Alors c'est peut-être un petit peu compliqué. Vous avez ici l'IMC qui augmente et puis ici le risque de cancer. Et vous voyez que typiquement, il y a cette fameuse courbe en J qu'on retrouve pour plein de complications de l'obésité, où ce qu'on voit, c'est que plus l'IMC augmente, plus vous avez un risque important d'avoir une maladie. Donc ça, c'est le plus classique. Quand on est entre guillemets trop maigre, on a un risque augmenté. Et puis quand on prend du poids, progressivement, le risque augmente. Mais c'est pas toujours aussi beau, une aussi belle courbe en J. C'est parfois différent selon les types de cancers. Et puis il y a ce qu'on appelle des fois le paradoxe de l'obésité, qui est que pour certaines maladies, le fait d'avoir un IMC par exemple ici à 30, vous expose un petit peu moins finalement que si vous aviez un IMC plus bas à 25. Voilà. Donc on va peut-être pas rentrer dans tous ces détails-là aujourd'hui, mais vous voyez que selon la localisation du cancer, les risques sont différents. Et on retrouve pas toujours cette belle courbe en J. Là, on la retrouve pour le cancer du foie, mais pour les autres, c'est moins évident. Et puis le risque aussi peut être différent selon le sexe. Et ici, vous avez notamment pour le cancer du côlon, vous avez une différence entre les hommes qui sont en bleu et les femmes en rouge, avec une augmentation du risque qui est nettement plus évidente pour les hommes. C'est la même chose pour le cancer du foie ici. Alors, ça, c'était les données générales qui montrent que globalement, plus on a un IMC important, plus on a un risque de cancer important. Corps de l'endomètre en premier, puis œsophage, et puis tous les cancers hormonodépendants classiques, et puis même finalement tous les cancers. Et en termes de mortalité, qu'est-ce que ça donne? On retrouve le même genre de résultats. Malheureusement, le fait d'avoir un IMC important augmente le risque de mortalité par cancer. Et c'est pareil, on décrit des courbes qui sont plus ou moins différentes, avec toujours, il faut se méfier dans ces résultats-là, le fait que les patients les plus minces aient une mortalité augmentée, c'est aussi probablement lié aux conséquences du cancer qui peuvent des fois entraîner une dénutrition et effectivement témoigner d'un risque de mortalité plus important. Alors finalement, ce qui a été publié par ces auteurs, c'est la diminution de l'espérance de vie en lien avec l'obésité, qui augmente selon le degré de l'obésité. Vous voyez quand même que, donc ça c'est l'âge de la mort prédite quand on a 40 ans, au moment de l'étude, selon la classe d'IMC où vous êtes. Donc l'idéal, soi-disant, c'est d'être donc entre 18,5 et 24,9 kg par mètre carré, ce qui est en fait la zone entre guillemets d'IMC normale. Vous avez le risque de mourir à 82 ans, et puis plus vous prenez du poids, plus vous voyez que votre risque de mourir plus jeune augmente. Et donc ça, c'est vrai chez les hommes et chez les femmes également. Et qu'est-ce qu'on voit aussi dans les données de la littérature, c'est que ce risque de mourir donc en lien avec une obésité, il est encore plus important si vous avez un syndrome métabolique. Donc, il semble que le fait d'avoir une obésité, c'est effectivement un problème, mais que d'avoir un syndrome métabolique, ça vous entraîne un risque de mourir encore plus important. Donc ici, vous avez des courbes de survie. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce genre de courbe. Donc là, vous avez le risque d'être toujours en vie qui diminue. Et vous voyez que le risque avec les années et le risque de rester en vie quand on a un cancer, il est encore là où il est le plus bas, c'est pour les personnes qui sont à la fois obèses et qui ont un syndrome métabolique. Syndrome métabolique, je vous rappelle, c'est le fait d'avoir par exemple du diabète, une hypertension artérielle, une obésité abdominale, une hypertriglycéridémie. Donc ces facteurs-là augmentent le risque de mourir du cancer. Ici, c'était le cancer colorectal. Alors, il y a différentes explications qui expliquent ces risques de morbidité et de mortalité. Il y en a une déjà qui est le retard au dépistage. Ça, c'est quelque chose qui est connu depuis
assez peu de temps finalement. Là, c'est des données qui avaient été publiées par des sages-femmes américaines qui ont regardé le dépistage en termes de cancer du col par le frottis cervico-vaginal et puis de cancer du sein par les mammographies chez des femmes en fonction des classes d'IMC. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, plus vous avez un IMC important, à partir de 35, vous voyez que ces femmes font moins de frottis et font moins de mammographie. Depuis, il y a de la littérature qui est sortie un petit peu sur les raisons qui expliquent le fait que ces femmes vont moins en consultation, notamment chez leur gynécologue, et ont moins accès au dépistage. Il y a toute une question autour de la grossophobie, entre guillemets, des gynécologues ou des médecins en général, et puis aussi tout simplement du matériel qui n'est pas adapté. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des tables adaptées, des spéculums adaptés, etc., vous ne serez pas à l'aise pour faire les examens, et du coup, vous ne serez pas forcément très bienveillant avec votre patient, ce qui est jamais justifié, hein, mais voilà, ce qui peut arriver. Alors, ça a été aussi montré là dans ce travail-là. Ce qu'on voit, c'est que la surmortalité par cancer du sein, elle peut être effectivement liée à un dépistage tardif. Ici, vous voyez, c'est toujours des courbes de survie. La probabilité d'être toujours en vie, elle est plus importante quand vous avez un IMC en dessous de 30 comparé à ceux qui ont un IMC au-dessus de 30. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ce qui est significatif, c'est que quand on a un IMC élevé, on palpe moins. Ça, c'est les tumeurs palpées. Vous voyez qu'il y en a 108. Alors que quand on a un IMC en dessous de 30, les tumeurs palpées, on les palpe plus facilement, évidemment. Et du coup, à la découverte, on a des tailles de tumeurs qui sont plus importantes quand les IMC sont plus importants. Donc on part d'emblée avec une tumeur qui est déjà plus sévère, puisque de taille plus importante. Et également, quand on regarde la classification TNM, on voit qu'elles ont une gradation plus élevée, donc elles ont plus volontiers là, c'est juste la taille, hein, c'est la taille est volontiers plus importante. Alors, en termes de réversibilité, pour être un petit peu plus positif que ce message-là, est-ce qu'il y a un effet bénéfique de la perte de poids? Déjà, d'emblée, ce qu'on peut dire, ce qui commence à être bien montré, c'est la prévention par l'activité physique. Donc ça, c'est une méta-analyse qui regroupe un peu les résultats de l'activité physique en termes de prévention. Vous voyez qu'en ce qui concerne le sein, le côlon, la prostate, l'endomètre, l'ovaire et le poumon, il y a clairement un effet bénéfique de l'activité physique. C'est moins vrai, vous voyez, pour le cancer du rectum et le cancer du pancréas, c'est limite. Mais voilà, sinon, ça a été bien démontré pour tous ces autres cancers. Là, c'est une étude qui montre l'effet additif de la diététique en plus de l'activité physique. Et donc, le fait de combiner les deux, est-ce que ça peut améliorer la survie? Donc là, c'est toujours pareil, la survie. Et puis, vous avez, je vous le dis tout de suite, en bleu, ceux qui mangent beaucoup de légumes et de fruits et qui font de l'activité physique de façon plus importante. Vous voyez qu'on leur demandait de faire 5 portions de fruits et légumes par jour et 30 minutes par jour, 6 fois par semaine d'activité physique. 9 ans de suivi, et on voit clairement que là, chez ces patients qui avaient eu un cancer du sein, elles ont une meilleure chance de rester en vie à 9 ans de leur cancer. Donc ça, c'est un message qui commence à être très très bien connu des services d'oncologie qui prennent en charge les femmes qui ont un cancer du sein. De plus en plus, il y a des diététiciennes qui interviennent, des enseignants en activité physique adaptée, et les femmes sont souvent très motivées à pratiquer une activité physique après un cancer du sein pour de bonnes raisons. Et alors, en ce qui concerne la chirurgie bariatrique, je ne vais pas vous donner une réponse très claire aujourd'hui, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes épidémiologiques, quand on regarde le risque de cancer chez les patients qui ont été opérés de chirurgie bariatrique, donc là, c'est le risque d'avoir un cancer quand on a été opéré de chirurgie bariatrique. Donc là, il y a 22 000 patients américains qui avaient été opérés, 66 000 témoins. Il y a eu 2500 cancers qui sont survenus pendant les 3 ans et demi de l'étude. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, les patients qui ont été opérés ont clairement un risque diminué de cancer. Alors pour le côlon, c'est limite. Pour l'endomètre, c'est très clair. Et pour le sein, après la ménopause, c'est très clair. Donc pour les cancers des femmes qui sont très liés à l'obésité, on voit que la chirurgie bariatrique ferait diminuer ce risque d'avoir ce type de cancer. Dans l'étude SOS, une étude qu'on aime bien, nos nutritionnistes, qui est la Swedish Obesity Study, qui a en fait étudié des patients suédois opérés de chirurgie bariatrique pendant 20 ans. Là, vous avez les données à 16 ans, avec les patients qui ont été opérés, qui sont en rouge, et les contrôles qui n'ont pas été opérés de chirurgie bariatrique en bleu. Alors, c'est une étude qui n'est pas randomisée, qui n'est pas parfaite sur le plan épidémio, mais qui a quand même le mérite d'avoir un suivi très long et avec des patients... Il y a des perdus de vue, mais ils ont quand même été extrêmement bien suivis. En gros, ce qu'on voit, c'est que chez l'homme, il n'y a pas de diminution du risque de cancer, mais que chez les femmes, il y a une diminution du risque de cancer. Donc ça rejoint un petit peu les données que je vous ai montrées de l'étude avant.
Et en France, ça c'est des données que m'ont confié mon chef de service Sébastien Tchernikov, qui travaille sur les données du PMSI. Vous savez que c'est les données de codage que rentrent tous les médecins en activité quand ils voient un patient. Donc on peut maintenant travailler sur ces données de PMSI et faire des études. Et donc là, ils ont regardé si les patients avaient un code de chirurgie bariatrique et puis s'ils avaient un code de cancer. Et donc ce qu'on voit, c'est clairement les patients qui ont bénéficié d'une chirurgie bariatrique, ils ont moins de cancer que les patients contrôle. Bon, c'est pas encore publié et c'est à prendre avec des guillemets, mais a priori, c'est un résultat qui sera publié. Alors, quels sont les mécanismes qui peuvent être invoqués dans ce lien entre l'obésité et le cancer? Il y en a de multiples. Il y a évidemment des facteurs environnementaux, des facteurs génétiques, mais il y a aussi le tissu adipeux lui-même, que maintenant on connaît de mieux en mieux, qui est un tissu adipeux qu'on avait longtemps considéré comme inerte, et maintenant on sait qu'il fabrique des molécules notamment inflammatoires. Donc il favorise un état pro-inflammatoire qui lui-même peut être cancérigène, si je simplifie. Il y a le fait que quand on a une obésité, on a un hyperinsulinisme avec une augmentation de l'IGF-1. Vous savez que l'insuline et l'IGF-1 sont des facteurs de croissance qui sont a priori pas tumorigènes, mais qui vont faire croître les tumeurs qui pourraient exister déjà dans l'organisme et qui n'ont pas encore été éliminées par le système immunitaire. Il y a l'hyperoestrogénisme qui est responsable des cancers, notamment chez la femme. Voilà, de multiples raisons. Et puis, il y a des facteurs plus mécaniques. Le cancer de l'œsophage est lié clairement au reflux gastro-œsophagien, donc, qui est lié à la pression mécanique de l'abdomen qui crée ce reflux et augmente le risque de cancer du bas-œsophage. Voilà. Et alors, ce qu'on sait, c'est que ce tissu adipeux n'est pas effectivement inerte, il est largement vascularisé. Il y a des sécrétions de molécules pro-inflammatoires qui vont recruter des monocytes, des macrophages. Tous ces facteurs-là vont faire que on sait maintenant qu'il y a une transformation même de ces adipocytes. Je vais passer à cette diapo. C'est un travail du docteur Muller qui travaille à Toulouse, qui a montré qu'en fait, il y avait des adipocytes qui étaient transformés, recrutés par la tumeur, même localement à côté de cette tumeur, pour se mettre au service de la tumeur et donner de l'énergie à la tumeur. Donc on commence à connaître un petit peu mieux cette transformation des adipocytes au contact des tumeurs, et il y aura peut-être des traitements un jour qui vont viser à traiter ce problème-là. Alors, en conclusion, ce que je voulais vous montrer, c'est que l'obésité augmente la morbimortalité par cancer, qu'il y a un retard au dépistage, qu'il y a un remaniement du tissu adipeux avec, donc je vous l'ai montré, des molécules pro-inflammatoires, les adipokines qui sont sécrétées, une hypoxie, une hypertrophie du tissu adipeux, un effet mécanique avec le reflux gastro-œsophagien qui peut rentrer en ligne de compte, l'insulinorésistance avec l'hyperinsulinisme et la sécrétion d'IGF-1, les effets bénéfiques de l'activité physique qui commencent à être bien connus. Et puis sur la chirurgie bariatrique, on en discutait tout à l'heure avec le docteur Taillard, ça reste quand même... Ce que je vous ai montré, c'est qu'il y a clairement une réduction du risque d'avoir un cancer, notamment chez la femme, quand on a été opéré de chirurgie bariatrique. Pour autant, chez les gens qui ont une chirurgie bariatrique, on commence à se poser des questions. Alors par exemple, chez les patients qui ont été opérés de sleeve, on sait que maintenant il y a un tiers de patients qui vont développer un reflux après une sleeve. Est-ce que ce reflux ne pourra pas être responsable de transformation de l'épithélium du bas-œsophage et puis de cancer? Ça commence à être discuté, et donc maintenant il y a des recommandations sur le fait de faire des fibroscopies systématiques chez les patients qui ont une sleeve pour pouvoir surveiller ce risque. C'est quand même une question très importante quand on voit le nombre de chirurgies qui sont faites en France et que la sleeve, c'est l'intervention numéro 1. Il y a la même question sur le reflux biliaire qui surviendrait après bypass en oméga ou mini bypass, qui est un montage qui crée en fait un reflux biliaire et qui peut aussi entraîner des lésions du bas-œsophage. Chez le rat, c'est clairement un risque, ça donne un risque de cancer du bas-œsophage. Chez l'homme, c'est pas démontré, mais ça reste une question. Et puis, il y a encore plein de questions que j'ai pas abordées dans ce topo autour de quand on a une obésité, quelle dose de chimiothérapie on doit utiliser. Ça, c'est des choses qui sont encore très peu étudiées. Et puis, quand on a eu un cancer du sein, c'est très clair qu'il faut perdre du poids et faire de l'activité physique. Ça diminue le risque de récidive. Voilà, on a moins de chances de mourir à nouveau d'un cancer du sein. Mais par contre, pour autant, est-ce qu'il faut faire une chirurgie bariatrique? Je crois que la réponse, elle n'est pas encore complètement élucidée. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. On passe aux questions.
une petite question. On voit bien que donc, l'obésité est un état précancéreux. Ouais. Et donc pour revenir là sur la dernière partie, on est de plus en plus confronté chez les gens qui ont eu un cancer et qui toute leur vie étaient obèses et pour lequel à un moment ou à un autre, on se dit même après un cancer, est-ce qu'il faut avoir une prise en charge très active, y compris la chirurgie bariatrique ou pas, après un cancer? Comment on fait à Paris la gestion de ces patients cancéreux? Est-ce qu'ils sont discriminés et on leur dit non? Ou est-ce qu'on va les prendre en charge et à partir de quels critères, type de délai, etc.? Bon, je pense qu'on fait un peu au cas par cas, comme dans beaucoup d'endroits, mais clairement, les oncologues sont très proactifs. Eux, ils ont très envie que les patients se fassent opérer. Ils nous les adressent pour une chirurgie bariatrique. Je pense que c'est extrêmement difficile de répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la population vieillit, que plus vous vieillissez, plus vous avez risque de faire un cancer, mais en fait maintenant 2 ou 3 ou 4 cancers dans votre vie, et que donc si c'est pas parce qu'on n'a pas fait un cancer qu'on va pas en faire un deuxième, soit le même, soit un autre, et que donc effectivement, on comprend que les oncologues, ils aient très envie qu'on ait une démarche très proactive. Après, par exemple, dans le cancer du sein, quand les patients sont sous tamoxifène, on est toujours un petit peu gêné parce qu'on se dit est-ce que l'absorption du tamoxifène va être correcte? Est-ce qu'on ne va pas les exposer du coup à un risque de récidive plus important parce que le tamoxifène va être mal absorbé? Alors finalement, nous, on se débrouille, on discute avec les oncologues, on propose de faire des dosages, parce qu'il y a quand même des dosages de médicaments qu'on peut faire pour voir s'ils sont à des doses suffisamment thérapeutiques. Et on essaye de respecter un délai, mais je ne peux pas vous dire qu'il y a un seuil très précis. On attend au moins 2-3 ans avant le cancer, avant de proposer une chirurgie. Mais je ne crois pas qu'il y ait de données très claires là-dessus. Hein. Je ne sais pas comment vous faites, vous. On dit... traditionnellement d'attendre au moins 3-5 ans voilà, c'est ça. sans récidive. Voilà, moi aussi la question m'intéresse parce que ça nous anime beaucoup dans nos RCP régionales. Et vous avez descendu le curseur à moins de 3 ans déjà sur par exemple un cancer du sein traité, chirurgie, radiothérapie, sans signe de récidive. Nous, en pratique, si on est impliqué, non, on ne l'a pas fait. Nous, on dit plutôt 3 ans, effectivement, minimum. Mais ça arrive que des patients soient opérés sans qu'on nous ait demandé notre avis. Et donc, on les voit et ils ont été opérés 1 an ou 2 ans après. Bon, voilà. Après, qu'est-ce qu'ils deviennent? Non, je pense que vraiment, je n'ai pas la réponse. Ceux que j'ai vus, ça s'est bien passé, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Il faut faire des études pour répondre à cette question. Juste dans votre centre, vous pratiquez plus de chirurgie bypass? Non, alors en fait, nous, on est à l'hôpital européen Georges Pompidou avec la particularité de travailler avec le professeur Chevalier, qui fait essentiellement du bypass gastrique en oméga, qui est un grand promoteur de cette intervention. Mais depuis qu'on est là, il y a une variation des chirurgies qui s'est faite, et donc en fait, il y a quand même... il y a de tout. Il y a des sleeve gastrectomies, il y a des bypass en Y et il y a des bypass en oméga. Quelle est votre expérience? Alors on va pousser le bout du bout, le cas le pire, c'est-à-dire une patiente ayant une chirurgie bariatrique de type bypass par exemple, dénutrie sur un cancer très agressif. Est-ce que vous avez eu des cas de nutrition entérale? Comment vous gérez ça, la nutrition entérale sur des bypass, sur des nutritions sévères, sur un cancer post-chirurgie bariatrique? Je ne crois pas que ce cas précis, nous, s'est encore présenté. On est en train de monter une unité transversale de dénutrition, donc on va commencer à prendre en charge de plus en plus des patients de cet ordre-là. Ce qui nous est plutôt arrivé dans les patients dénutris post-chirurgie bariatrique, c'est des patients qui avaient des histoires d'éthylisme chronique qui s'étaient développées après la chirurgie avec une dénutrition en rapport avec cet éthylisme et la chirurgie bariatrique elle-même, évidemment. Oui, on peut être conduit, en tout cas, je pense que c'est votre cas aussi, à mettre des sondes de renutrition pour des patients qui ont été opérés de chirurgie bariatrique parce qu'ils sont trop dénutris et qu'il faut les renutrir. Même s'ils ont eu un cancer. Et au contraire, on va le faire, bien sûr. On va passer la parole à l'autre amphi. Vous aviez une question? Oui, bonjour. Ah, c'est Antoine, évidemment. Non. Dans certains cancers, notamment chez la femme, il y a des traitements qui peuvent induire une prise de poids. Voilà, alors écoutez, là on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez me dire votre question? Oui.
faites-le moi court, s'il vous plaît, parce que sinon c'est ingérable. Quelle est la question? Pour meubler, ce que je peux vous dire, mais ça va peut-être le Allô? déranger. Oui, quelle est votre question, madame? D'accord. Oui. C'est bon? Si, je vous entends. Alors, oui. Oui. Non, oui, parce que je vais essayer de traduire ce que vous demandez. Donc, la question c'est, un certain nombre de chimios, notamment dans le cancer du sein, entraînent des prises de poids. Qu'en est-il chez les patients qui ont eu une chirurgie bariatrique et qui ont cette pathologie et ce traitement? Donc, ce que je peux dire, c'est que dans le cancer du sein, ça a été bien montré que le fait d'être traité pour un cancer du sein avec la chimiothérapie et le reste des traitements, il y a une prise de poids chez, je crois, plus de 50% des femmes, et certaines vont prendre beaucoup de poids. Alors que c'est un moment où maintenant on insiste beaucoup sur le fait de démarrer de l'activité physique dès le diagnostic de cancer, etc., d'essayer de lutter contre cette prise de poids qui survient très volontiers au moment du traitement du cancer. Et j'ai oublié la fin de la question qui était... Excusez-moi. Ah oui, est-ce qu'après chirurgie bariatrique, pardon. Voilà. Alors, j'ai pas de réponse là-dessus parce que je pense pas du tout qu'on ait de données. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les patients qui ont un antécédent d'obésité, qui ont une chirurgie bariatrique, soit qui soient encore obèses ou qui ont un poids normal, mais ils ont un antécédent d'obésité, donc c'est qu'ils ont des facteurs de susceptibilité à la prise de poids très importants. Probablement, ils sont plus à risque de prendre du poids, même s'ils ont une chirurgie bariatrique. Je pense que c'est une réponse de bon sens qui n'est pas forcément fondée sur les preuves, mais voilà. Une question, deux questions, trois questions. Bonjour, du coup je suis diététicienne dans un centre hospitalier. J'avais une question par rapport à une diapo dans laquelle vous parliez d'œstrogènes pour les femmes. Je voulais savoir ce que vous pensez de la contraception à base d'hormones. Est-ce que ça augmente aussi le risque de cancer et lequel? C'est un peu tabou, mais je pose la question. Faut demander au docteur Taillard. Alors, il y a des données maintenant. On attend la publication du groupe Bariamat qui va donner aussi des conseils. C'est ce que tu as mis sur la dernière diapo, sur la contraception. Globalement, ce qu'on sait, c'est que la question, c'était quelle contraception il faut utiliser Les contraceptions à base d'hormones, oui, est-ce qu'elles ont une incidence sur certains cancers? Est-ce que ça augmente le risque? Alors, moi je fais pas ça en pratique courante, je suis pas gynéco-médicale et c'est pas trop mon domaine, je prescris jamais de contraception. Donc je suis pas très à l'aise pour répondre à cette question. Je réponds plus volontiers sur les histoires de prise de poids avec les différentes contraceptions qui sont plutôt les questions qui me sont adressées habituellement. Donc oui, on sait que la plupart des contraceptions peuvent faire prendre du poids. Les gynécos disent assez peu, 0 ou 3 kilos, mais je pense que c'est vrai quand on prend toute population confondue, mais quand on prend des patients, encore une fois, qui sont très susceptibles à la prise de poids, ils peuvent prendre beaucoup plus. Donc il faut suivre les patients quand on met en route une contraception et puis savoir la changer ou l'arrêter. Et surtout, de plus en plus, les gynécos, je crois qu'ils sont sensibilisés au fait d'écouter les demandes des femmes et d'essayer de répondre. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur la contraception à l'heure actuelle. Voilà, alors, ce qui est de plus en plus promu, c'est par exemple le DIU, mais ce n'est pas toujours une solution qui plaît aux femmes. Donc je crois que c'est compliqué pour les gynécologues en ce moment. Merci. Au-dessus de vous, là, je crois qu'il y avait aussi une question, et puis je viens vers vous. Bonjour. C'était par rapport à ce que vous avez dit, où la chimiothérapie crée pas mal de prises de poids a priori suite au cancer du sein. Est-ce que c'est... Oui. Je ne travaille pas du tout en cancéro, et quelle est la partie qui est en lien avec la chimio et quelle est la partie qui est en lien avec l'épreuve qui est vécue, une compensation alimentaire? Mais complètement, éventuellement. bien sûr. Ouais, c'est compliqué parce qu'a priori, c'est plutôt l'hormonothérapie qui ferait prendre du poids sur le plan
biologique. Mais en réalité, on voit que dans les études, hein, toutes les femmes qui ont un cancer du sein, il y en a au moins plus de la moitié qui vont avoir une prise de poids. Elles n'ont pas toutes ces traitements-là. Et il y a probablement aussi des facteurs psychocomportementaux. Et c'est vrai que traditionnellement, ce qu'on disait aux personnes qui ont un cancer, c'était de se reposer, de prendre soin d'elles, etc. Maintenant, on leur dit de prendre soin d'elles, évidemment, mais plutôt en faisant de l'activité physique dès le diagnostic de cancer et en faisant attention à son alimentation à ce moment-là. Et ça suffit pas toujours, hein, mais ça permet quand même. L'idée, c'est plutôt de prévenir la prise de poids, parce qu'on sait bien qu'une fois que la prise de poids elle est là, c'est extrêmement difficile de la combattre. Donc l'idée, c'est d'essayer de prévenir au moment du diagnostic de cancer. Alors nous, ce qu'on a essayé de faire à Pompidou, c'est de mettre en place avec une gynécologue qui s'occupe de cancer du sein, une prise en charge dès le diagnostic de cancer où les patientes. Alors on peut pas prendre toutes les femmes, donc on prend celles qui sont en surpoids ou obèses, et on essaye de les voir très rapidement et de les suivre pour éviter qu'elles prennent plus de poids. Et dans ce parcours-là, les enseignants en activité physique adaptée sont très impliqués et ils font en fait des groupes d'activité physique où elles viennent toutes les semaines, avec le côté enseignant en activité physique adaptée qui permet de s'adapter aux patients, et puis le côté où elles sont en groupe de femmes qui ont la même maladie, et puis le soutien que ça peut leur apporter. Et ça se passe assez bien. Après, je ne peux pas vous dire qu'on fait forcément mieux que les autres, j'ai pas de données scientifiques là-dessus, mais c'est intéressant. Et je crois que ça commence à se faire un peu partout, et notamment à Montpellier, je crois que ça se fait. Hein. Ouais. Et dernière question, madame, oui. Attendez le micro. Bonjour, moi je suis médecin sur l'hôpital d'Alès et je voulais savoir quelle chirurgie sur Pompidou vous préconisez pour les personnes obèses avec reflux gastro-œsophagien, puisque vous dites avec la sleeve, il y a le... Alors nous je vous donne notre stratégie, ouais. Mais après chacun est libre de faire... Quand les patients ont du reflux, effectivement, on évite de proposer une sleeve gastrectomie parce qu'il n'y a pas de preuve que ça va réduire ce reflux, et on voit au contraire des fois des aggravations du reflux. En vérité, ce qu'on a publié, on avait fait des pH-métries systématiques avant et après chirurgie, après sleeve, dans une série de patients. Et alors, on avait exclu les gens qui avaient un reflux majeur. Donc, il y a un biais quand on les inclut. Mais on voyait que ceux qui avaient du reflux au départ n'étaient pas forcément ceux qui en avaient après. Enfin, c'est difficile de prévoir les patients qui vont avoir du reflux après sleeve. Difficile de prédire quels seront ces patients. Mais quand ils ont du reflux, par principe de précaution, on ne préfère pas proposer de sleeve et proposer une autre chirurgie. Et en général, nous, on propose le bypass gastrique rond Y, qui est l'intervention de référence, qui est censée même guérir, entre guillemets, le reflux gastro-œsophagien. Et l'anneau, c'est pas préconisé? Et l'anneau, ça crée du reflux, c'est une évidence, puisque vous serrez ici, il y a forcément du reflux après un anneau. Donc ça va être inconfortable. Après, l'anneau, on peut le serrer, le desserrer, on peut le retirer, ça a toujours cet avantage-là. Mais je pense que ce n'est pas l'intervention de choix, non. Okay, merci. Merci beaucoup. Je vous en prie.